bonsoir et merci à tous d'être venus et d'être présents à cette 5e cérémonie des lauréats. Malheureusement, en visioconférence et non pas dans notre bel amphithéâtre de l'Académie nationale de médecine où cette cérémonie se tient généralement. On espère que l'année prochaine, on sera dans ce bel endroit. En attendant, je voulais aussi donc remercier Géraldine, notre directrice générale, qui va vous dire quelques mots sur notre fondation Vaincre Alzheimer. Je remercie aussi Maï Pancha, notre directrice scientifique, qui va nous présenter les nouveaux membres du conseil scientifique. Ensuite, je remercie aussi le docteur Claire Paquet, qui va, elle, nous présenter nos 6 lauréats de cette année. Je remercie évidemment les lauréats d'être venus et de présenter leur projet de recherche. Nous avons hâte de les entendre. Et puis, enfin, je remercie Monsieur Doussin, qui est également présent et qui va témoigner sur les essais cliniques. Voilà, donc je passe la parole à Géraldine, notre directrice générale, et je vous dis à tout à l'heure. Et bonne conférence. Bonne cérémonie, plutôt. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis à l'écran. Je n'ai pas de retour. J'espère au moins que vous m'entendez. Je vais résumer en quelques mots l'ambition de la Fondation Vaincre Alzheimer, puisque notre vision et notre volonté, c'est d'apporter un réel impact pour prévenir, soigner et guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies neurocognitives. Pour cela, nous avons la chance de posséder une expertise nationale et internationale, notamment grâce à la coopération avec un réseau international d'associations qui nous permet de partager un comité d'experts scientifiques et d'échanger sur nos bonnes pratiques. En s'appuyant sur cette organisation, nous développons 3 axes stratégiques pour répondre aux enjeux nationaux actuels que présentent les maladies neurocognitives. Tout d'abord, il s'agit d'accélérer l'arrivée de nouveaux traitements en développement et en soutenant la recherche biomédicale d'excellence au niveau national et international. Ensuite, il s'agit d'améliorer le diagnostic et la prise en charge médicale des malades en développant le diagnostic précoce et en formant les médecins et les professionnels de santé. Et enfin, il s'agit de prévenir la maladie en sensibilisant le grand public, les patients et leurs proches aux méthodes de prévention. Pour cela, nous sommes portés par des valeurs essentielles telles que l'exigence scientifique dans la sélection rigoureuse des projets de recherche grâce à un comité scientifique composé des meilleurs experts internationaux, la coopération à travers notre réseau européen qui favorise les collaborations entre les chercheurs et donc accélère les recherches, l'innovation au service toujours des patients, des malades, pour trouver des traitements efficaces et améliorer le diagnostic précoce et favoriser la prévention. Et enfin, la transparence dans la gestion des comptes, dans la diffusion des résultats de recherche et dans la sélection des projets soutenus par la Fondation. Nous sommes en cours de labellisation par IDEAS, ce qui atteste des bonnes pratiques en matière de gouvernance, de finance et d'évaluation des projets. Je vous remercie infiniment d'être présents ce soir pour découvrir nos nouveaux lauréats. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous les présenter. Sans vous, sans le soutien de nos donateurs, tous ces projets ne verraient pas le jour et en tout cas ne pourraient pas être financés par la Fondation Vaincre Alzheimer. Donc, nous vous en remercions infiniment. Je vais laisser la parole au docteur Maï Pancha, notre directrice scientifique, qui va vous présenter notre comité scientifique, qui est lui-même le garant de la qualité des projets de recherche que vous allez découvrir ce soir. Merci. Maï, la parole est à toi. Merci Géraldine. Alors en effet, comme Géraldine vous l'a dit, la Fondation Vaincre Alzheimer s'appuie sur son comité scientifique international pour sélectionner
chaque année les projets de recherche les plus innovants. Et notre comité scientifique est donc composé de 27 membres bénévoles français, allemands et néerlandais. Et ce comité est appuyé par plus de 500 experts mondiaux qui sont donc tous bénévoles. Donc, ce comité garantit une procédure unique de sélection, puisque vraiment cette sélection est basée sur le seul critère de l'excellence scientifique. Et cette procédure, elle allie à la fois un nombre élevé d'experts par projet pour avoir une vision mondiale de la recherche et également une gestion précise des conflits d'intérêts pour un gage de sérieux et de transparence. Donc, nous sommes infiniment vraiment reconnaissants de leur engagement à nos côtés. Et cette année, on a 3 mandats de membres du comité scientifique qui se terminent. Les docteurs Gaël Chetela, Jean-Marie Billard et l'ancien président du comité scientifique, le professeur Charles Duquertz, ont rempli leur mission avec une grande expertise et un dévouement sans faille pendant ces nombreuses années. Et ils travaillent vraiment tout au long de l'année pour évaluer et sélectionner les meilleurs projets. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur expertise et leur engagement auprès de la Fondation. Et pour remplacer ces experts, il convenait bien sûr de choisir des scientifiques disposant des mêmes qualités. Et donc, nous sommes ravis qu'ils aient accepté notre proposition de faire partie de notre comité scientifique. Et je souhaite donc la bienvenue au docteur Elsa Suberbiel, qui travaille à l'Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires à Toulouse. Elle est ancienne lauréate de la Fondation Vaincre Alzheimer et elle possède des expertises reconnues, notamment dans le domaine de la neuroinflammation. Nous souhaitons la bienvenue également au docteur Géraldine Rausch, qui travaille dans l'unité de neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine au GIP Cicéron à Caen. Et elle est également ancienne lauréate de la Fondation Vaincre Alzheimer et elle est experte en neurosciences cognitives, notamment sur le lien entre troubles du sommeil et maladie d'Alzheimer. Et nous accueillons également le docteur Marie-Odile Labert, qui travaille au département de médecine nucléaire à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle possède des expertises reconnues en neuroimagerie et plus particulièrement dans le domaine de l'imagerie des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, bienvenue à ces nouveaux membres du comité scientifique. Et également, donc, l'ancien président, je vous disais, l'ancien président du comité scientifique, Charles Duquertz, a été remplacé par la vice-présidente, le professeur Claire Paquet, qui est chef de service au Centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris, qui est donc un centre expert régional pour la maladie d'Alzheimer. Le professeur Paquet est spécialisé dans la prise en charge et le développement de nouveaux biomarqueurs et de traitements dans la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy. Et ses travaux ont permis la publication de plus de 100 articles dans des revues internationales. Et avec son équipe, elle a obtenu un brevet mondial pour un nouveau biomarqueur et pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, nous accueillons aujourd'hui chaleureusement la nouvelle présidente du comité scientifique, Claire Paquet, à qui je laisse la parole pour vous présenter nos nouveaux lauréats 2021. Alors, je pense pas, oui, voilà. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents ce soir à cette remise des diplômes. Donc, cette année, la Fondation va apporter son soutien à 6 nouveaux projets très prometteurs pour l'avenir de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. 6 projets, on peut imaginer que c'est peu, mais ces projets ont été rigoureusement sélectionnés par le comité scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. Donc, vous avez entendu l'organisation juste avant mon intervention. Et ces projets, comme vous le verrez, représentent environ 100 000 € par projet, ce qui est un montant conséquent pour mener un projet à bien. Donc là, dans les prochaines minutes, chaque lauréat vous présentera son projet sous forme de quelques diapos. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le petit icône en bas de l'écran QR. N'hésitez pas à le faire et ils répondront à vos questions. Donc, on va commencer par le premier lauréat qui est sur la gauche de votre écran ici, le docteur Santiago Rivera. Il est directeur de recherche au CNRS, il est chef d'équipe
directeur adjoint d'un institut de neurophysiopathologie à Marseille. Il a fait ses études en sciences, master et doctorat en neurosciences à Barcelone, qu'il a obtenu en 89. Il a travaillé à l'époque sur l'impact des pesticides sur le développement du cerveau. Et il a ensuite travaillé pendant 4 ans en Californie sur les mécanismes neurodégénératifs associés aux accidents vasculaires cérébraux et à l'épilepsie. Ensuite, il a travaillé à Paris sur les mêmes thèmes. En 2002, il va fonder le laboratoire dans lequel il est actuellement. Il dirige son équipe de recherche maintenant qui étudie les mécanismes neurodégénératifs de la maladie d'Alzheimer. Et l'objectif de son équipe est de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, il est lauréat cette année pour un montant de 100 000 € sur 2 ans. Et donc, je laisse la parole à Santiago Rivera pour son diaporama. Très bien, merci beaucoup Claire pour ces mots d'introduction. Je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir, j'espère, les diapos. Est-ce que vous voyez l'écran avec mes diapos? Oui. Oui, très bien. Très bien. Donc, merci Claire pour ce mot d'introduction. Merci naturellement à la Fondation de me permettre donc de présenter ces projets qui portent pour titre « Découvrir les interactions entre MT5 et l'APP dans les neurones pour mieux comprendre la maladie ». C'est un projet qui est réalisé au sein de mon équipe en collaboration avec une autre équipe du laboratoire, celle de Christophe Leterrier. Et il s'agit bien d'une subvention standard pendant 2 ans pour un montant de 5 000 € comme ceci a déjà été rappelé. Donc vous savez que la maladie d'Alzheimer est évidemment une maladie complexe dont le principal facteur de risque est l'âge. Mais il y en a d'autres comme des mutations géniques, des traumatismes, le diabète, l'hypertension, des infections, l'inflammation et tout un tas de facteurs environnementaux qu'on découvre petit à petit. Cet ensemble provoque au fil des années une accumulation des toxines produites notamment par nos neurones, parmi lesquelles se trouvent des toxines issues d'une protéine qui est connue sous le nom d'APP. Cela va entraîner une perte de connexion entre les neurones et également leur mort, ce qui est à l'origine des pertes de mémoire et ultérieurement de la démence. Alors, peut-on éviter l'accumulation de ces toxines au niveau de l'APP? C'est la question qu'on se pose et on a déjà partiellement répondu à cette question dans l'équipe, puisque nous avons effectivement montré sur nos modèles expérimentaux qu'il est possible de diminuer cette production de toxines en supprimant une autre protéine qu'on génère dans notre organisme qui s'appelle MT5-MMP. Pour illustrer ces découvertes, ici vous avez à gauche une image d'un cerveau Alzheimer dans lequel nous voyons en rouge l'accumulation de ces toxines sous forme de plaques et l'image juste en dessous, c'est également un cerveau Alzheimer, mais dans lequel on a supprimé MT5-MMP. Vous voyez clairement une réduction de cette accumulation des toxines. La suppression de MT5 nous a permis de réduire la perte des synapses, c'est un segment qui assure la connexion entre les neurones et donc la transmission des informations nécessaires pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Ainsi, vous avez ici à droite un neuron 100 avec ses synapses, donc ces petits filaments avec des petites boules dans l'extrémité et qui sont assez nombreuses dans ce neurone, mais qui entament une perte très importante lors de la maladie d'Alzheimer comme vous observez dans l'image du milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image en bas montre que nous sommes capables d'éviter cette perte des synapses grâce à la suppression de MT5. Et tout cela s'est traduit finalement par une amélioration de l'apprentissage et de la mémoire dans nos modèles expérimentaux. Donc vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui se passe entre MT5 et l'APP, des interactions qui sont encore mal connues, et le but de notre projet est justement de déchiffrer un peu cette énigme. Raison pour laquelle nous formulons l'hypothèse que des interactions entre MT5 et l'APP existent dans des compartiments spécifiques du neurone et sont essentielles pour comprendre la pathologie. Pour mieux illustrer cette pensée, on a utilisé
utilisé un petit dessin qui fait une analogie routière de ce qui se passe sans doute dans nos neurones. Dans un cerveau normal, dans un cerveau sain, notamment l'APP ou les molécules d'APP, ont tendance à prendre cette route de gauche qui mène vers des fonctions cellulaires, mais également éventuellement vers une déchetterie où les molécules d'APP qui sont abîmées seront finalement éliminées. Alors, dans la situation Alzheimer, cet APP semble être dévié vers une autre route, qui est une route qui mène à l'accumulation de ces toxines dérivées de cette molécule, mais également à la neurodégénérescence. Pourquoi cela? Nous pensons qu'une partie du problème réside sur le fait que MT5 se situe au carrefour de ces voies et qu'il agit comme une sorte de mauvais agent de trafic qui va acheminer l'APP vers la mauvaise route. Bien évidemment, dans la mesure où nous sommes capables de comprendre comment cela se passe, nous serons, on a l'espoir, de pouvoir réétablir une fluidité du passage de l'APP vers les routes non pathologiques qui se situent à gauche. Pour relever ces défis, nous utilisons toute une série de méthodes, de pointes, avec des neurones en culture à la base comme matière première, et dans lesquels nous pouvons modifier, moduler à volonté l'expression de ces deux molécules d'intérêt, l'APP et la MT5, par des moyens de la biologie moléculaire. Et à partir de là, nous pouvons réaliser toute une série d'analyses, en particulier des analyses de microscopie, des pointes également avec la super résolution, mais également l'analyse à haut débit, qui nous permet, grosso modo, d'identifier où se situent dans les neurones de manière très précise ces interactions potentiellement pathogènes entre l'APP et la MT5. Des techniques de biochimie qui nous permettent cette fois de quantifier les marqueurs de la pathologie, un peu à l'image de ce que vous avez lorsque vous faites un bilan sanguin dans un laboratoire biomédical. Et enfin, des techniques d'électrophysiologie qui nous permettent de mesurer l'activité électrique des neurones pour mieux comprendre leur état de santé. C'est un peu l'analogie que vous avez lorsque on vous demande de faire un électrocardiogramme pour voir si votre cœur fonctionne correctement. Avec toute cette panoplie d'approches et des projets, ce que nous espérons en fait de ces projets, c'est de déterminer de manière précise les comportements du neurone où ont lieu ces interactions entre l'APP et MT5, démontrer également la contribution clé de MT5 à la génération des fragments toxiques de l'APP, ainsi que l'impact de ces fragments sur le fonctionnement des neurones, et en espérant que tout cela nous permettra de mieux comprendre les perturbations de la communication neuronale qui sont à l'origine des problèmes cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, mais également de faciliter à terme la découverte de molécules thérapeutiques capables d'éviter les interactions pathogènes entre l'APP et MT5. Et enfin, la diapositive la plus importante, où je veux exprimer notre remerciement sincère aux donateurs de la Fondation, au nom de toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe, mais également de l'équipe de Christophe Leterrier, parce qu'il faut remercier la générosité, l'engagement qui est le vôtre, et il faut savoir que votre cause est également la nôtre. Je voudrais simplement finir par vous réinviter, espérons cette fois en présentiel, à l'INP, chose qui n'a pas été possible l'année dernière, comme vous le savez, à cause de la situation sanitaire. Encore un grand merci et à bientôt. Merci beaucoup, Santiago. Juste une petite précision, je n'ai pas réussi à poser une question dans questions et réponses pour voir si c'était fonctionnel. Donc, je vais te poser une question plus à visée didactique pour l'ensemble des auditeurs. Pourquoi s'intéresser plus à la synapse qu'aux neurones? Tu n'as pas remis ton micro, Santiago. Vous m'entendez maintenant? Oui. D'accord. Pourquoi s'intéresser à la synapse et pas aux neurones? En fait, en s'intéressant à la synapse, on s'intéresse aux neurones, bien évidemment, parce que la synapse est partie intégrante du neurone. Mais ta question, elle est tout à fait pertinente, parce qu'il y a un souci important dans la maladie d'Alzheimer, c'est d'essayer de voir quels sont les événements les plus précoces possibles. Or, on a une tendance à penser que les choses vont mal lorsque les neurones sont déjà morts, c'est-à-dire dans une phase relativement tardive de la maladie. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que des changements subtils au niveau de ces petits éléments qui sont les synapses
ont lieu probablement d'une manière très précoce. Et c'est en comprenant un peu mieux comment ces éléments synaptiques sont atteints dans les premières phases de la maladie que peut-être nous aurons une fenêtre de tir plus élargie pour pouvoir intervenir à un moment de la maladie dans lequel notre cerveau il fonctionne encore relativement bien, sans attendre malheureusement des phases de la maladie dans lesquelles peut-être on arrive déjà un peu trop tard avec les traitements qu'on a pu développer jusqu'à présent. Merci beaucoup pour le diaporama très bien illustré. Vous avez vu des très belles images de synapses là, et ça souligne aussi l'intérêt de pouvoir analyser directement le cerveau. Alors là, il y a deux questions. Que sait-on de l'expression de la protéine dans la maladie? Alors, je pense qu'il faut y répondre brièvement pour ne pas retarder trop les présentations. Qu'est-ce que nous savons de l'expression de la protéine dans la maladie? Je pense, enfin moi, je pense que c'est MMP. Oui. D'accord. Donc, c'est une protéine qui est exprimée dans des phases qui sont relativement précoces, d'accord, et qui va évoluer pas tellement dans le sens d'une expression très accrue, même s'il y a une légère augmentation, mais on pense que ce qui dénote plutôt l'intérêt de cette protéine, c'est la façon dont elle va se distribuer à l'intérieur du neurone et qui va interagir avec d'autres éléments clés de la maladie, comme par exemple l'APP. Donc souvent, on est également attiré par des changements très importants d'un niveau d'une protéine. Mais je pense qu'au-delà de ces constats qui est parfois guidé par les types de techniques auxquelles on a accès, il faut faire très attention à comment cette protéine se distribue. Et justement, c'est ça qu'on veut faire en partie dans ces travaux, c'est-à-dire pas tellement aller voir quelle est la quantité finale de protéines qui est augmentée ou diminuée, mais où elle se situe dans les neurones, parce que c'est justement l'emplacement dans le neurone, et en l'occurrence l'interaction qu'il peut y avoir avec l'APP dans ces parties spécifiques du neurone qui nous donnera un peu une idée plus claire de quel est le rôle de la MT5-MMP dans l'Alzheimer. D'accord. Merci beaucoup encore une fois. Santiago, le lauréat suivant est le docteur Frédéric Schekler. Donc, tous ces gens nous viennent du soleil. Il est directeur de recherche classe exceptionnelle à l'INSERM et il est responsable de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis. Donc, il est titulaire d'un doctorat en pharmacologie cellulaire et moléculaire. Il a travaillé tout d'abord dans le domaine du métabolisme des enzymes et des neuropeptides, puis dans le domaine des maladies neurodégénératives. Il s'est principalement intéressé au dysfonctionnement des enzymes et aux mécanismes de mort cellulaire dans la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Entre 2005 et 2010, le docteur Schekler était mon prédécesseur puisqu'il était le premier président du conseil scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. Il a reçu de nombreux prix et il a récemment été élu membre correspondant étranger de l'Académie brésilienne des sciences en récompense de l'ensemble de sa carrière. Donc aujourd'hui, il est lauréat de la Fondation Vaincre Alzheimer pour une allocation doctorale de 120 000 € sur 3 ans. Je te laisse la parole, Frédéric. Merci beaucoup Claire. C'est vraiment un très grand plaisir d'être… Vous m'entendez, je pense? Oui. C'est un très grand plaisir d'être oui, on t'entend. D'être ici aujourd'hui, pas simplement parce que finalement je suis lauréat de cette location, mais surtout parce que ça permet d'avoir un contact avec, via l'écran interposé malheureusement, avec les donateurs de la Fondation. Et j'ai eu la grande chance de recevoir quelques donateurs lors d'un événement qui était organisé par la Fondation. Et ce sont des moments extrêmement riches, hauts en couleurs et avec des gens qui sont au moins aussi passionnés que moi. Je vais essayer de vous faire transmettre cette passion que j'ai, malgré mon âge avancé maintenant. Voilà, je vais vous présenter un petit peu mon projet de recherche. Alors, peut-être si je peux avoir le diaporama.
Je ne vois pas mon diaporama. Frédéric, c'est toi qui dois le lancer. C'est moi qui dois le lancer? Oui. Ah ah. Où ça? Il faut que tu l'aies sur ton bureau. C'est pas... C'était pas... Attends, si tu ne le trouves pas, je peux te Il me l'ouvrir. semblait que ça devait être lancé directement par... Normalement, c'est chaque Là, lauréat. non? Oui, c'est chaque lauréat qui doit le lancer avant. Ah, bah alors, c'est pas du tout ce qui était vu, ça. Est-ce que peut-être... Est-ce que vous le voyez là? Oui, tu peux lancer le diaporama, je pense que c'est bon. C'est bon? Oui. Ah, excusez-moi pour ce petit temps ce petit délai pour commencer à vous présenter mon projet. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'INSERM, comme l'a gentiment dit Claire dans son introduction, mais je m'intéresse aux mécanismes fondamentaux. Je ne suis pas médecin, j'ai beaucoup d'interactions avec les cliniciens, notamment à l'hôpital de Nice, mais je suis un fondamentaliste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'intéresse essentiellement aux causes de la maladie et à toutes les dysfonctions qui peuvent intervenir dans cette maladie, que ce soit au niveau cellulaire ou que ce soit dans des modèles plus intégrés, qui sont notamment des modèles d'animaux qui sont alzheimerisés, c'est-à-dire qu'on a modifié un petit peu pour qu'ils expriment des éléments qui font que ces modèles sont réminiscents de ce qu'on voit dans la pathologie. Alors ce projet, il s'intéresse à une hypothèse relativement nouvelle et qui finalement ressemble beaucoup à l'hypothèse qui était émise quand on s'intéressait aux maladies à prions. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ça, on pense que le prion se propage, vous voyez, de neurone à neurone, et que c'est comme ça que les maladies progressent. Eh bien, de manière un petit peu plus récente, il semblerait que pour les maladies neurodégénératives, là encore, on ait une propagation d'éléments toxiques qui font que ça explique la progression de la maladie. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est d'identifier ces mécanismes de propagation de fragments toxiques dans la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, vous savez, c'est un peu ce qu'a montré aussi le docteur Rivera juste avant, c'est finalement, dans le cerveau, l'accumulation dans les plaques, là, ce que vous voyez ici, de petits fragments qui jouent un petit peu comme des coupes-circuits, c'est-à-dire qu'on a un dialogue entre les neurones et d'autres cellules d'ailleurs aussi, qui est interrompu par des agrégats de protéines. Et en fait, on a longtemps pensé que directement liés à la pathologie, ces agrégats étaient responsables de l'établissement de la pathologie. Et ces agrégats, on a essayé donc de savoir finalement de quoi ils étaient faits. Ils se fait d'un petit fragment. Alors, je vais vous donner un nom barbare, ça s'appelle le peptide amyloïde. Et ce petit fragment amyloïde, on pensait que c'était lui qui, en s'accumulant, pouvait bien être responsable de la pathologie. Et effectivement, quand on s'intéresse à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les souris alzheimerisées, c'est-à-dire des souris dans lesquelles on a un petit peu modifié la génétique, mais enfin, in fine, pour avoir des stigmates qui ressemblent à ce qu'on voit dans le cerveau humain, eh bien effectivement, ces souris, elles ont les mêmes plaques que dans le cerveau humain et elles ont effectivement l'accumulation de ce petit fragment. Malheureusement, patatras, tous les essais cliniques qui ont essayé de contrecarrer la production de ces petits fragments ou de les neutraliser ont échoué. Et donc, naturellement, ça
nous a conduit à un petit peu rebondir sur une nouvelle hypothèse. Et en fait, dans le modèle que je vous présente ici, on a pu montrer que bien avant qu'il y ait du peptide amyloïde, il y avait un autre fragment. Alors, c'est un nom barbare, retenez-le si vous voulez, mais enfin, c'est un fragment qu'on appelle le C99, peu importe. Enfin, ce fragment, on a montré qu'il s'accumulait avant le peptide amyloïde et surtout qu'il était responsable d'altérations anatomiques exactement comme celles qu'on trouve extrêmement précocement dans le cerveau des patients Alzheimer. Et donc, on s'est intéressé à la possibilité que ces petits fragments, C99, puissent bien rendre compte de la pathologie, c'est-à-dire en gros s'accumuler, et s'ils s'accumulent, comment ils font pour progresser dans le cerveau et donc potentiellement expliquer la propagation de la maladie. Et pour ça, on a plusieurs modèles. On a le modèle des lignées cellulaires. Alors, une lignée cellulaire, c'est quoi? C'est finalement, ça évite de travailler sur l'animal. On arrive à mimer dans ces cellules un petit Alzheimer, c'est-à-dire qu'on arrive à déterminer les petits fragments qui peuvent être produits, qui sont aussi, qui rappellent ceux qu'on peut trouver dans le cerveau. Et bien, les souris dont je vous ai parlé. Et en fait, ce fragment dont je vous ai parlé, le C99, on s'est aperçu que dans la pathologie, il s'accumulait extrêmement tôt, premièrement, pour former des agrégats. Alors, on les appelle des dimères, mais peu importe, des agrégats. Et ces agrégats, on a établi une méthodologie qui nous permet de les suivre. C'est-à-dire que quand le C99 est tout seul, il n'y a aucun signal. Et quand il s'agrège et qu'il forme ces dimères, on a ces petits points que vous voyez ici. C'est très joli, c'est une expérience assez récente, ça, hein, qui montre qu'on peut visualiser, vous voyez, comme ça, des petits fragments qui deviennent de plus en plus intenses en fluorescence. Et pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de ces fragments, et il y a donc de plus en plus d'accumulation. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si finalement on est capable d'interférer avec cette agrégation et interférer avec la propagation. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse, on a montré dans le laboratoire déjà qu'on peut retrouver ce C99, seul ou agrégé, dans des vésicules. Et ces vésicules, on a pu montrer qu'elles étaient capables de passer d'un neurone à un autre neurone, qu'elles étaient capables de passer d'un neurone à un autre type cellulaire qu'on appelle la microglie. Mais peu importe, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on est capable de propager ce fragment qui est toxique, et donc cette toxicité du neurone A va, via ces vésicules, aller au neurone B, où potentiellement il va être toxique, et ainsi de suite. Il va y avoir un événement en cascade qui fait qu'on a d'une certaine manière, c'est le mauvais terme, mais une contamination de neurones microglies de ces fragments toxiques, qui explique que finalement on finit par arriver à des aires cérébrales en fin de pathologie, où par exemple c'est l'ère de la mémoire, et puis vous avez des altérations mnésiques. C'est un petit peu l'hypothèse qu'on a en fait, et qui est directement le projet qu'on veut porter et qui a été financé par la Fondation Vaincre Alzheimer. Donc ce projet, très très rapidement, il devrait permettre de mieux comprendre la progression de la maladie, et à partir du moment où on peut comprendre la progression de la maladie, vous comprenez bien que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bloquer cette propagation. Et on a déjà des pistes, on a ce qu'on appelle des inhibiteurs, mais là aussi, peu importe, le terme est un peu barbare, mais on a des choses, des composés qui sont capables de jouer sur les niveaux de ces petits fragments. Donc c'est une preuve de concept, naturellement, c'est-à-dire que si on a ces fragments qui augmentent ces petits fragments, à ce moment-là, on va avoir une exacerbation, une amplification de la pathologie. Si par contre on arrive par exemple à inhiber, à bloquer le fait que ces deux fragments s'agrègent, alors là, on va se retrouver dans une situation où devrait être protectrice, bénéfique. Donc, c'est un petit peu, en termes très basiques, ce qu'on veut faire. Alors, on est extrêmement reconnaissant aux donateurs de la Fondation de Vaincre Alzheimer. Ce ne sont pas que des simples mots, ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond du cœur, parce que tout simplement, imaginez
que cette bourse, on ne l'ait pas, eh ben, on ne pourrait tout simplement pas mener ce projet. Pourquoi? Parce que cette bourse, elle n'est pas faite pour nous permettre de travailler matériellement en achetant du matériel. Non, cette bourse, elle nous permet de financer un étudiant pendant 3 ans. Donc, c'est un étudiant qui, grâce à vous, grâce à la Fondation Vaincre Alzheimer, va permettre de faire un doctorat. Et qui sait, ce doctorat, c'est une formation. Peut-être que plus tard, à plus long terme, ça sera un nouveau chercheur. Et puis, c'est comme ça qu'on a du sang neuf dans le domaine qui fait qu'on va pouvoir potentiellement avancer dans ce domaine. Alors, je ne voudrais pas terminer sans vous montrer l'équipe masquée. Par les temps qui courent, vous avez bien compris que c'est un petit clin d'œil, même si on pourrait bien s'en passer. Mais je voudrais surtout signaler Inger Lauritsen, qui devrait normalement être en train de m'écouter, mais ce n'est pas pour ça que je veux la citer. C'est d'abord parce que c'est elle qui, globalement, a écrit le projet. Faut bien elle est ingénieure de recherche dans le laboratoire. C'est une excellente chercheuse. Et grâce à la Fondation, elle va avoir un étudiant qu'on est en train de recruter, qui va pouvoir faire sa thèse avec elle et avec moi, bien sûr, parce que je suis extrêmement intéressé par tout ça, par ce projet. Voilà, je termine ici. Merci beaucoup pour votre attention et encore un grand merci pour votre aide qui est extrêmement précieuse. Merci beaucoup Frédéric. Alors, 2 petites questions rapides pour tenir le temps et permettre à tout le monde de parler. Oui, j'ai peut-être été un peu long. De patients. Donc, le professeur Jean-Jacques Hauff te félicite pour cet exposé très intéressant. Il pose la question de savoir s'il y a un lien entre les agrégats de C99 et la protéine Tau anormale. C'est quelque chose qui est intéressant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, en tout cas en ce qui concerne les stigmates anatomiques qui sont générés par l'accumulation du fragment C99, ça se passe bien avant, dans nos systèmes en tout cas, donc modèles animaux, bien avant que la protéine Tau soit altérée et s'accumule elle-même. Ça, c'est quelque chose qui arrive bien plus tard. Donc, le lien entre la toxicité du C99 et le fragment Tau, on a une pathologie C99 sans avoir besoin de Tau. Par contre, derrière que le C99, je suis absolument désolé, c'est mon chien qui est en train d'aboyer là, il faudrait le faire sortir. Donc, je sais que le C99 puisse, in fine, conduire aussi potentiellement à une pathologie de type Tau, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qu'on va être amené à tester naturellement. C'est quand même il faut bien comprendre que c'est un projet qui finalement est assez jeune et qui va maturer, mais qui est extrêmement encourageant et prometteur parce que effectivement, on a mis le doigt sur quelque chose qui réconcilie un petit peu les essais cliniques qui ont échoué et l'étiologie de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup Frédéric. Il y a encore une question, mais je te proposerai d'y répondre en direct pour qu'on puisse tenir le timing. Donc, oui, c'est la première question du spectateur anonyme. Je peux lui dire en 2 mots que oui, le C99 s'accumule aussi dans les cerveaux Alzheimer. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse très rapide. Alors, le 3e lauréat, qui est une lauréate, qui est le docteur Bénédicte Manoury. Elle est directrice de recherche au CNRS de l'hôpital Necker à Paris. Donc, le docteur Manoury, elle a suivi un cursus universitaire à Paris. Avec une licence en biochimie, elle s'est orientée vers l'immunologie à l'Institut, l'immunologie, et elle a passé sa thèse à l'université à l'époque de Paris 5, qui est aujourd'hui l'université de Paris, qui est une nouvelle université. Ensuite, elle est partie en Écosse où elle a identifié de nouvelles protéases importantes dans la réponse immunitaire adaptative. Elle est ensuite rentrée en France, comme vous pouvez le voir. Elle a créé son groupe de recherche, tout d'abord à l'Institut Curie et ensuite à l'hôpital Necker. Et actuellement, elle étudie toujours le rôle de ces protéases, les mêmes protéases, mais dans un autre type de réponse immunitaire qu'on appelle la réponse innée, c'est-à-dire c'est la réponse qui se met
à fonctionner en réponse immédiate à une infection bactérienne ou à une infection virale, ce qui est très d'actualité. Donc, elle est lauréate de la Fondation Vaincre Alzheimer pour une subvention de 2 ans et de 100 000 euros. Bénédicte, je te laisse la parole. Merci. Je vois l'écran en fait de Frédéric Schekler. Je ne peux pas voir mon écran. Donc, alors là, c'est bon. Je pense qu'ils ont arrêté le partage. Tu vas pouvoir partager. Toutes mes excuses. C'est pas grave du tout. Voilà, vous voyez mon écran, je pense. Oui, très bien. Voilà. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, comme dit Claire, je suis immunologiste et le titre de mon projet est de comprendre le rôle d'un récepteur de l'immunité innée qui s'appelle le récepteur TLR9 dans la maladie d'Alzheimer. Et donc j'ai obtenu cette subvention pour une durée de 2 ans et d'un montant de 100 000 euros. Donc comme aussi Claire vient de le dire, qu'est-ce que l'immunité innée? Donc l'immunité innée a été découverte et décrite par le professeur Charlie Genoway, qui malheureusement n'a pas eu le prix Nobel de médecine, qui a été attribué par les gens qui ont découvert ce concept d'immunité innée, puisqu'il est mort avant. Et donc l'immunité innée, c'est un mécanisme de défense immédiat de l'organisme, donc contre les agents infectieux extérieurs tels que les bactéries, virus ou parasites. Et c'est ce qu'on appelle un signal de danger. Il y a beaucoup de récepteurs qui appartiennent à différents types de l'immunité innée, dont notamment le TLR9. Et ce récepteur TLR9, il est stimulé donc par l'ADN provenant de ces agents infectieux, donc ce qu'on appelle un signal de danger externe, donc provenant de bactéries ou de virus, mais il peut être aussi stimulé par de l'ADN qui est relargué par des cellules endommagées qui vont mourir, par exemple des neurones, et c'est ce qu'on appelle un signal de danger interne. Donc c'est l'hôte en fait qui va produire de l'ADN qui va permettre à ce récepteur d'être stimulé. Donc sur la droite, c'est juste une photo simple de la structure de ce récepteur de l'immunité innée, le TLR9. On voit qu'il a une forme de fer à cheval et on connaît très bien maintenant son activation, comment il est activé. C'est un récepteur qui est à l'intérieur de la cellule, qui doit migrer d'un compartiment à un autre, donc du réticulum endoplasmique vers les lysosomes pour être activé, et qui notamment doit être clivé là par cette protéase d'asparagine endopeptidase. Donc, nous avons émis l'hypothèse, donc on sait que bien sûr la maladie d'Alzheimer c'est une maladie neurodégénérative, mais on pense que c'est de plus en plus aussi une maladie du système immunitaire. En effet, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de protéines qui sont du système immunitaire qui sont surexprimées lors de la maladie d'Alzheimer. Et puis récemment, des travaux du groupe de Hennecke en Allemagne ont montré que dans des cellules ou dans des souris qui sont prédisposées à cette maladie et qui n'expriment pas un récepteur de l'immunité innée, ces souris ne développent pas la maladie. Donc nous avons émis l'hypothèse que des neurones qui vont produire donc ces protéines agrégées dont a parlé le docteur Rivera vont s'accumuler avec de l'ADN éventuellement et vont servir de signal de danger interne pour ce récepteur de l'immunité innée, le TLR9, qui est exprimé par les cellules immunitaires du cerveau, qui sont les microglies. Ces microglies vont s'activer, vont produire une inflammation au niveau du cerveau, vont produire notamment des molécules pro-inflammatoires qui vont tuer les neurones et induire donc la mort neuronale. Également, les cellules du système immunitaire à la périphérie peuvent contribuer à cette inflammation au niveau du cerveau. Donc, ce projet va nous permettre d'étudier le rôle de ce récepteur dans cette maladie. Et on sait, par ailleurs, nous avons montré que ce récepteur est appliqué dans d'autres maladies, dont notamment la maladie de Parkinson. Donc, nous allons comprendre et regarder l'activation et la signalisation de ce récepteur de l'immunité innée dans les cellules du système immunitaire à la périphérie, mais aussi dans les microglies dans le cerveau. Et pour ça, on a différents outils, des outils
de biologie cellulaire. On va regarder également avec de la microscopie confocale. Et sur la droite, vous avez juste une image d'une cellule du système immunitaire qui sont des cellules dendritiques, où on peut voir le récepteur TLR9 en vert qui, quand il est stimulé par de l'ADN, va se déplacer. Donc en vert, il est dans le réticulum, va se déplacer dans les lysosomes où il va être clivé et activé. Et puis, dans un deuxième temps, on va étudier le développement de cette maladie en utilisant des modèles expérimentaux où le récepteur TLR9 sera supprimé à la fois dans les microglies ou dans les cellules dendritiques ou des macrophages, donc les cellules du système immunitaire à la périphérie. Donc, les résultats attendus vont nous permettre d'identifier le rôle de ce récepteur de l'immunité innée, du TLR9, dans le développement de la maladie d'Alzheimer. On va également avoir une vue d'ensemble sur les cellules du système immunitaire participant à la maladie d'Alzheimer, donc dans le cerveau, les microglies, mais aussi à la périphérie, les cellules telles que les cellules dendritiques ou les macrophages. Également un rôle des facteurs environnementaux dans le développement de cette maladie, de la maladie d'Alzheimer, comme un stress ou une infection virale. Et ça va nous permettre également de générer de nouveaux outils pour la communauté scientifique. Et l'application thérapeutique, bien sûr, c'est si cette cascade de signalisation qui aboutit à la production, à une inflammation au niveau local du cerveau et à la production de molécules pro-inflammatoires, on pourra, si ce TLR9 est impliqué, on pourra bloquer cette cascade de signalisation grâce à des candidats médicaments, notamment des inhibiteurs de protéases que l'on a déjà testés auparavant dans d'autres maladies au sein du laboratoire. Donc, je tiens à remercier, bien sûr, mon équipe qui est montrée là sur la droite, donc notamment Lucie Maisonneuve, qui est une étudiante en thèse, qui va participer activement à ce projet, ainsi que Moïse Delaverne, qui est un étudiant en M2. Et ce projet est fait en étroite collaboration avec le docteur Sheila Vyas à l'Institut Biologie de Paris-Seine à Paris, et également avec l'aide et conseil du docteur Marie-Claude Potier à l'Institut du cerveau et la moelle épinière. Et bien sûr, je tiens à remercier très chaleureusement les donateurs, sans qui ce projet ne verrait pas le jour et qui va vraiment permettre de comprendre mieux l'immunité innée dans cette maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cet exposé très clair. Il y a une question. Le défi est d'y répondre en quelques minutes. C'est comment marche le système immunitaire dans le cerveau malade? Alors, il marche mal. On sait que dans le cerveau malade, en fait, les cellules du système immunitaire, donc les microglies, qui sont là pour en fait permettre, qui sont un petit peu, permettent une bonne interaction entre les neurones, qui permettent des bonnes synapses, qui permettent aussi de digérer les neurones qui meurent. Ces microglies, en fait, elles ne fonctionnent pas bien. Elles meurent également. Donc, on sait que les récepteurs de l'immunité innée et à la fois ces microglies, les fonctions des microglies sont diminuées dans un cerveau malade. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je trouve que ces trois projets déjà montrent l'intérêt de tous travailler en même temps sur la maladie d'Alzheimer, parce que vous avez bien vu, ils sont convergents, ils traitent une même maladie en partant des mêmes données, mais en explorant différentes voies. Donc, je trouve que les trois présentations là sont très complémentaires et très enrichissantes sur nos connaissances de la maladie d'Alzheimer. Donc, la prochaine lauréate, qui est donc encore une lauréate, c'est le docteur Cécile Proust-Lima, qui est directrice de recherche INSERM à Bordeaux. Et cette unité INSERM s'appelle Bordeaux Population Health. Après des études en mathématiques, vous voyez, la maladie d'Alzheimer recrute différents profils. Le docteur Proust-Lima a obtenu un doctorat en biostatistique, qui est le champ des statistiques dédiées à l'analyse de données de santé. Ces travaux de recherche visent à développer des méthodologies statistiques pour décrire, explorer et prédire la progression des maladies chroniques à partir de données de cohortes qui sont des grands groupes de patients. Donc, ces travaux sont principalement dédiés à l'étude des maladies neurodégénératives et principalement la maladie d'Alzheimer et ses maladies apparentées.
Elle est lauréate de la Fondation Vaincre Alzheimer pour une subvention de 100 000 € sur 2 ans. Je te laisse la parole, Cécile. Merci à vous. J'espère que vous voyez mon diaporama. Alors, je suis extrêmement heureuse de vous présenter ce soir le projet de recherche. Cécile, oui. Excuse-nous, on voit ton email devant la présentation. Pardon, excusez-moi. Alors, attendez, je sais que je me suis trompée d'écran. Vous n'étiez pas censé voir ça. Normalement, vous devez voir. Ben, tant pis, vous allez voir. Eh bien, tant pis. Alors, je vais vous montrer celui-là. Et là, vous devriez me voir ce qu'il faut. Tout à fait. Parfait. Excusez-moi pour ce couac. Donc, je suis ravie de vous présenter le projet de recherche que nous allons mener grâce à l'allocation, à la confiance que vous nous avez donnée avec cette allocation. Il s'agit d'identifier des sous-types de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées à partir des formes de dégradation neurologique. On a commencé à voir dans les présentations différentes que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées étaient caractérisées par une dégradation neurologique progressive qui va atteindre plusieurs domaines. On a entendu parler donc de paramètres biologiques, en particulier des plaques amyloïdes et de la protéine tau, mais il y a aussi la structure cérébrale qui va évoluer avec notamment une atrophie de certaines régions et notamment de l'hippocampe, centre de la mémoire. On va aussi observer possiblement des lésions cérébrales vasculaires type hypersineux de la substance blanche, par les hypersineux de la substance blanche, et de manière plus visible, des déclins de diverses fonctions cognitives. Donc, on peut penser à la mémoire, à l'attention, au langage ou aux fonctions exécutives. Et si on regarde en fait comment tous ces paramètres, tous ces domaines évoluent en fait en amont d'un diagnostic de démence chez des personnes, on va s'apercevoir qu'il y a une immense hétérogénéité à la fois de la séquence d'apparition de toutes ces lésions. Des fois, on va voir qu'il y a beaucoup d'amyloïdes qui apparaissent, des fois, ça va plutôt être d'autres choses qui vont apparaître en premier. Et puis, on va voir aussi une énorme hétérogénéité sur la vitesse à laquelle ces différents domaines vont décliner au cours du temps. Et enfin, une hétérogénéité aussi sur l'âge auquel ces symptômes apparaissent. Tout ça, eh bien, en fait, cette hétérogénéité qu'on voit, c'est possiblement la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à comprendre les mécanismes qui sous-tendent en fait la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et ça constitue donc un obstacle très, très important pour une recherche thérapeutique ciblée et efficace. Pourtant, en fait, on va réussir à avoir des données sur ces différents domaines grâce aux cohortes sur le vieillissement cérébral. Alors, comme cela a été dit, les cohortes, en fait, consistent à collecter chez un grand nombre de participants, donc plus des milliers de participants, des informations répétées sur ces différents paramètres biologiques, neuropsychologiques, etc., à des visites, ainsi que le diagnostic de démence que l'on va pouvoir poser à un certain moment. Et cette information-là, elle est très riche. On dispose vraiment de beaucoup de paramètres possibles et elle est donc très complexe à analyser. Et c'est là que moi, j'interviens en tant que biostatisticienne avec le challenge de résumer cette information pour essayer d'en récupérer un signal qui soit facilement compréhensible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en essayant d'identifier des sous-types de maladies d'Alzheimer. Alors, pour ce faire, on a besoin forcément de données de cohortes et on va travailler sur 5 cohortes qui vont inclure plus de 18 000 participants suivis au fil du temps selon ce principe-là. Alors, on a 3 cohortes françaises. On a la cohorte AMI et la cohorte 3C qui sont des cohortes en population générale. Et puis, on a aussi la cohorte Memento qui, elle, est une cohorte clinique qui est basée sur les centres mémoire. Et puis, on a aussi dans ce projet la chance d'avoir accès à 2 autres grandes cohortes extrêmement connues dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer, la cohorte en population de la Mayo Clinic et puis la cohorte clinique ADNI. Et grâce en fait à toutes ces informations-là, on va pouvoir essayer de comprendre ces sous-types de maladies d'Alzheimer.
Alors, comment ça marche? Alors, je ne vais pas vous parler de mathématiques ou d'informatique, mais je vais essayer de vous dégager un peu les grandes lignes du projet. Imaginons qu'on ait 6 marqueurs, par exemple 2 marqueurs de physiopathologie, 2 marqueurs de topographie et 2 marqueurs de neuropsychologie. En fait, chaque individu, là, on a des trajectoires, donc selon l'âge, chaque individu va être un petit trait que l'on voit décrit au cours du temps sur chacun des marqueurs. Ça va être les données d'un participant de la cohorte. Et on en a 18 000. Et donc, ça fait, là, je vous en ai mis que quelques-uns, mais c'est très fouillis comme information. Et c'est difficile d'en dégager quelque chose de compréhensible et de pertinent. Et c'est là qu'on intervient. Nous, on va fournir un outil, développer un outil statistique qui va permettre, en fait, eh bien, de comprendre ces données-là et de les réorganiser pour, in fine, pouvoir en dégager eh bien, des profils de trajectoire. Des profils de trajectoire qui soient définis dans un temps de la maladie. Avec ici un exemple très fictif, avec par exemple, si on avait identifié 3 sous-types de maladies, avec par exemple pour un sous-type qui serait décrit avec un trait continu ici pour les différents marqueurs et qui serait caractérisé par exemple par ce marqueur qui aurait une évolution plus précoce que pour les autres sous-types de maladies. Ce deuxième sous-type de maladie qui, lui, a une entrée discontinue assez large, et puis enfin un dernier sous-type avec des traits discontinus plus fins. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? Eh bien, on va pouvoir décrire chacun des sous-types grâce aux trajectoires des différents marqueurs que l'on aura analysés. Et ça va nous permettre eh bien, forcément de mieux comprendre l'évolution de ces maladies et de les caractériser en fonction des marqueurs qui caractérisent ces différents sous-types. Par exemple, ici, les marqueurs roses et verts sont des marqueurs précoces du sous-type de maladie numéro 1, alors que ce sont des marqueurs qui vont intervenir plus tard dans la maladie pour les sous-types de type 2 et 3. Ça c'est très, très important pour cibler des marqueurs clés pour la recherche thérapeutique et pour la prise en charge des patients. Ça va nous permettre d'identifier plus précocement à quel sous-type de maladie d'Alzheimer la personne a et donc ainsi, eh bien, à terme, de mieux adapter sa prise en charge. Alors, ce travail, eh bien, ce projet, il va être réalisé, bien sûr, avec une équipe de biostatisticiens centrée sur la biostatistique. Et votre allocation, en fait, elle permet à 100% de financer Anaïs Rouanet, qui est une chercheuse très prometteuse en biostatistique et spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Et l'allocation va lui permettre d'avoir un post-doctorat, donc un salaire pendant 2 ans. Mais on va aussi travailler avec une neuroimageuse, avec 2 cliniciens de très grand renom à l'international, des épidémiologistes spécialisés dans les maladies d'Alzheimer. Et puis, bien sûr, on va travailler sur les données de cohorte. Mais cette équipe, en fait, du projet, elle est aussi centrée eh bien, sur un élément central qui est vous. Grâce à vos donations, eh bien, vous faites partie de cette équipe-là et on vous remercie infiniment pour cela parce que sans vous, effectivement, ce projet n'aurait pas vu le jour et Anaïs Rouanet ne pourrait pas réaliser ce post-doctorat et aller vers une carrière de chercheuse dans ce type de maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Donc, il y a quelques questions. Donc là, vous voyez encore que la recherche sur la maladie d'Alzheimer est à multiples facettes puisqu'on ne parle pas de culture cellulaire ou de souris, mais on parle de patients. Donc, il y a une première question. Donc, le challenge, c'est toujours de répondre rapidement. Peut-on parler de maladie d'Alzheimer au pluriel comme on l'entend parfois? Ben, vous avez la réponse dans ma présentation. Je n'ai jamais dit la maladie d'Alzheimer toute seule, mais maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, en fait. Effectivement, c'est cette hétérogénéité dont je vous parlais, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul mécanisme qui est caractérisé par la maladie d'Alzheimer, mais plusieurs mécanismes qu'on met sous un même chapeau. Et ce chapeau-là, on pourrait le dire maladie d'Alzheimer au pluriel, maladie d'Alzheimer, maladie d'apparentée. On parlait de démence fut un temps. Voilà. Et une autre question, vous parlez, alors je cite, vous parlez de différents sous-types de maladies. Cela veut-il dire qu'il y a différents symptômes selon la maladie? Alors, j'ai
Alors, je n'ai pas parlé encore les symptômes. Là, je vais analyser des marqueurs, donc c'est-à-dire des éléments qui permettent de décrire comment, de manière souvent insidieuse, comment la maladie s'installe. Donc, c'est des marqueurs qui permettent de décrire la progression. Après, quand on a identifié ces marqueurs de progression, on est en mesure d'identifier peut-être des symptômes. Je ne sais pas, ça me paraît difficile parce qu'on n'est pas à ce stade-là, en fait. On pourrait par contre parler de différentes possibles causes pour ces différents sous-types de maladies. Je sais pas je pense que la question vient aussi du fait que peut-être que la personne qui a posé la question pense que le docteur Proust-Lima voit des patients. Heureusement pour elle, ce n'est pas elle qui va voir les 18 000 patients qu'elle va analyser. Heureusement pour elle et heureusement pour elle. Oui, parce que moi, je ne suis pas médecin, je suis biostatisticienne. Nous avons des cliniciens qui, eux, par contre, voient les patients et des cliniciens qui ont posé les diagnostics de démence. Mais moi, non. Moi, j'analyse les données. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, de la lourdeur de ce type de cohorte, Memento, il s'est réparti sur 26 centres mémoire pour inclure 2300 patients. Vous imaginez bien que 18 000 personnes ne peuvent pas être faites en 2 ans par une seule personne. Donc, je pense que c'était une précision. Oui, effectivement. Et il y a des cohortes qui sont suivies pendant des dizaines d'années, en fait. On suit aussi des patients pendant c'est pas des patients, en fait, quand on est dans des cohortes populationnelles, on voit des participants qui possiblement vont développer une démence. Et c'est ça qui nous permet aussi de travailler très en amont du diagnostic et donc d'aller voir l'évolution de certains marqueurs très, très précoces. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine lauréate, qui est donc encore une femme, qui est le docteur Marianne Léger. Elle est enseignante-chercheur dans le laboratoire Comet de l'Université de Caen en Normandie. Donc, vous voyez, c'est diversifié et en plus, on voyage. Elle est pharmacienne de formation. Elle a réalisé un doctorat en pharmacologie et thérapeutique à Caen. Elle a étudié un modèle expérimental qui visait à mimer la réserve cognitive humaine pour en comprendre les mécanismes cérébraux. Donc, ensuite, en 2013, elle a travaillé pendant 2 ans à l'Université de Manchester en Angleterre pour contribuer à tester l'efficacité d'un nouveau médicament candidat pour traiter les troubles de la mémoire dans la schizophrénie. Elle est revenue en France, comme vous pouvez voir. Elle a intégré le laboratoire Comet donc à Caen en 2015 et elle a commencé des travaux dans un modèle expérimental qui présente une résistance naturelle au déficit de la mémoire au cours du vieillissement. Donc, actuellement, elle poursuit ses travaux en vue d'identifier des nouvelles stratégies thérapeutiques pour soigner la mémoire chez l'homme et elle est lauréate de la Fondation Vaincre Alzheimer pour une subvention standard de 99 000 euros sur 2 ans. Je te laisse la parole, Marianne. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter, donc, non pas mon projet, mais finalement notre projet, parce qu'il y a quand même toute une équipe derrière, qui vise à étudier la résilience cognitive dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Donc, tout d'abord, ce projet résulte d'un constat qui émerge depuis maintenant une dizaine d'années. C'est que lorsque les médicaments ou les nouveaux candidats médicaments sont développés et puis testés chez l'animal, globalement, les résultats sont très satisfaisants. Et puis, une fois que l'on teste ces médicaments chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, l'efficacité de ces molécules s'avère être très décevante. Donc, à l'origine de ces échecs, finalement, plusieurs raisons possibles. D'une part, on sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est très complexe, qui est multifactorielle et dont on ne comprend pas encore suffisamment les mécanismes. D'autre part, il est également possible que finalement les stades de la maladie d'Alzheimer qui sont ciblés au cours de ces essais cliniques sont trop avancés finalement pour être correctement traités. Et puis un autre point qui nous a particulièrement interpellés et puis qui finalement fait un peu écho à la présentation du docteur Cécile Proust-Lima, c'est qu'il existe une forte variabilité donc en termes de réponse cognitive des patients suite à ces traitements. Donc, pour expliquer cette variabilité, donc cette hétérogénéité finalement de patients, il faut savoir que pour des patients qui présentent un même degré d'atteinte cérébrale, donc un même niveau de lésion du cerveau, certains patients vont
souffrir de troubles cognitifs, et puis d'autres vont présenter donc des performances de mémoire relativement préservées. Dans ce contexte, on va alors parler de résilience cognitive, qui en fait est une notion qui est insuffisamment prise en considération au cours des essais cliniques et dont on connaît encore peu les mécanismes sous-jacents. Donc l'objectif de notre projet, en fait, est de modéliser cette résilience cognitive dès les stades précliniques de développement des médicaments, donc chez l'animal, et puis d'en étudier les mécanismes neuroprotecteurs sous-jacents. Donc pour réaliser cela, nous disposons au laboratoire d'une souche de rat bien particulière, qu'on appelle le rat loup-céjal, et qui, par comparaison au rat Wistar, en fait, présente un vieillissement réussi. Donc, c'est-à-dire que le rat loup vit plus longtemps, en meilleure santé, et puis souffre beaucoup moins de déclin cognitif donc lié au vieillissement, donc ce qui a été démontré par notre équipe. De ce fait, nous sommes demandé si, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, ce rat loup pouvait également présenter donc, une résilience cognitive. Pour vérifier cela, donc pour vérifier cette hypothèse, nous souhaitons induire donc, de façon progressive la maladie d'Alzheimer chez nos 2 modèles expérimentaux. Donc, ce projet repose alors sur une collaboration donc, harmonieuse avec une structure privée qui s'appelle Agenty et qui en fait a récemment développé un modèle animal des phases précoces de la maladie d'Alzheimer. Donc l'objectif, c'est en insérant des gènes modifiés de la maladie d'Alzheimer au niveau du cerveau de nos animaux, ça va nous permettre de reproduire finalement de façon progressive la maladie d'Alzheimer. Donc par la suite, nous allons examiner les fonctions cognitives de nos animaux par une analyse comportementale, donc en utilisant différents labyrinthes, ce qui nous permet de tester la mémoire des animaux. Et puis, nous souhaitons, enfin en tout cas ce qu'on imagine, c'est pouvoir mettre en évidence une résilience cognitive chez le modèle loup, contrairement au modèle Wistar qui, lui, présenterait davantage donc, de troubles cognitifs. Par la suite, nous souhaitons vérifier par une analyse cérébrale le même degré de lésion cérébrale au niveau donc, de différentes structures impliquées dans la mémoire. Notamment, nous allons examiner la neuroinflammation ou encore l'apparition de marqueurs spécifiques, ou en tout cas de lésions spécifiques de la maladie d'Alzheimer, telles que des dépôts amyloïdes, dont on a parlé dans les présentations précédentes. Et puis, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est certaines voies de communication entre les neurones, ce qui fait que nous allons donc examiner d'autres mécanismes moléculaires plus en détail. Et donc, nous souhaitons, par ces analyses cérébrales, identifier de nouvelles pistes cellulaires et moléculaires pouvant s'avérer importantes et prometteuses et qui pourraient expliquer en fait la variation, la différence de résilience cognitive existante entre nos 2 modèles animaux, et ainsi donc modéliser ce qui se passe chez l'homme. Dans une 3e partie, nous envisageons de tester l'efficacité ou l'impact de nouveaux candidats médicaments donc, sur les fonctions cognitives de nos 2 modèles animaux et avec pour objectif de restaurer finalement les fonctions cognitives dans notre modèle qui serait le plus atteint cognitivement, donc a priori le modèle Wistar. Donc, en analysant davantage de mécanismes neuroprotecteurs impliqués dans la résilience cognitive, nos travaux vont certainement permettre d'identifier de nouvelles stratégies pouvant s'avérer donc importantes dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Et puis, pour terminer, je souhaiterais vivement remercier donc, la Fondation Vaincre Alzheimer, mais également la Fondation Bright Focus, qui était également impliquée donc, dans ce financement. Et puis, bien évidemment, tous vous, les généraux donateurs, donc vos dons vont permettre de participer donc au financement de l'ensemble du matériel nécessaire à ce projet et également au recrutement pendant 1 an d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse, ça reste à définir encore pour le moment, avec qui nous allons partager des connaissances, des compétences, mais également une passion commune finalement pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et donc, ce projet, je l'espère, permettra d'aboutir à d'heureuses découvertes, et ceci notamment grâce à vous. Donc, je vous remercie très sincèrement au nom de l'équipe de la confiance que vous nous accordez. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et qui montre encore une autre facette de la maladie, de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une question. C'est: est-il possible d'éviter complètement la maladie grâce à une bonne réserve cognitive ou gagne-t-on seulement quelques années? Eh bien, finalement,
les faits montrent que ce n'est pas possible d'éviter forcément la maladie d'Alzheimer, puisqu'en fait, il y a tout un tas d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, notamment des considérations génétiques. Mais il est vrai que la réserve cognitive, lorsqu'elle est stimulée, donc pour expliquer plus simplement ce que peut être la réserve cognitive pour un public qui serait non averti, finalement, c'est cette capacité à avoir des expériences très riches dans la vie, donc que ce soit socialement, que ce soit intellectuellement. En général, le niveau d'études est souvent pris en considération dans les essais cliniques, mais peut-être pas suffisamment, et puis il n'y a pas que le niveau d'études qui peut rentrer en compte. Et donc finalement, l'ensemble de ces processus permettent finalement d'enrichir le cerveau, soit en termes de connexion entre les neurones, ou en termes de sollicitation de structures qui initialement ne sont pas forcément dédiées à telle fonction cognitive. Et donc, on sait que ça peut retarder la maladie pour certains, mais malheureusement pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Donc, je ne voudrais pas généraliser, mais effectivement, il est quand même préférable d'avoir une réserve cognitive la plus importante possible pour en tout cas retarder l'apparition de la maladie. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, nous allons passer à la prochaine lauréate et qui est la dernière. Donc, c'est le docteur Lucille Benaïm. Donc, elle est jeune. C'est une jeune chercheure qui travaille sur les maladies, le laboratoire des maladies neurodégénératives au CEA de Fontenay-aux-Roses. Donc, elle a réalisé son doctorat sous la direction du docteur Carole Escartin, au cours duquel elle a étudié le rôle des cellules cérébrales non neuronales. Et oui, dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones. Et ces cellules s'appellent les astrocytes dans différents modèles de maladies neurodégénératives. Ensuite, elle a fait un premier postdoctorat de 3 ans en Californie, à San Francisco, où elle a étudié les interactions physiologiques entre les neurones et ces cellules non neuronales que sont les astrocytes dans la moelle épinière. Ensuite, elle a continué ce projet à l'hôpital pour enfants de Boston, à la faculté de Harvard, pour évaluer le potentiel thérapeutique de cibler les astrocytes après une lésion de la moelle épinière. Donc, elle est revenue elle aussi en France et elle réintègre de nouveau l'équipe du docteur Carole Escartin au CEA en tant que jeune chercheur experte. Son projet, aujourd'hui, vise à mieux comprendre les bases cellulaires des symptômes psychiatriques associés à la maladie d'Alzheimer en se focalisant sur le rôle de ces cellules non neuronales que sont les astrocytes. Donc, elle est lauréate aussi de la Fondation Vaincre Alzheimer pour une subvention qu'on appelle pilote de 40 000 € sur 2 ans. Donc, ce sont des subventions qui sont spécifiques aux jeunes chercheurs. Et ces subventions ont été développées par la Fondation Vaincre Alzheimer pour soutenir les jeunes chercheurs et pour que les jeunes chercheurs aient leur propre projet et ne soient pas seulement dans l'ombre ou sous la coupe du projet de leur patron. Donc, bien sûr, ces jeunes chercheurs permettent de renouveler les talents scientifiques dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, actuellement, en parallèle de tout ça, le docteur Benaïm candidate à un projet au CNRS dans le but d'obtenir un poste permanent de chargé de recherche. Le fait d'être chercheur, c'est un long parcours, hein, elle pourra en témoigner. Et l'attribution d'une telle subvention par la Fondation Vaincre Alzheimer permet d'appuyer ce type de demande de poste. Et je laisse la parole à Lucille. Merci, je vais partager mon écran. Vous voyez tous bien? Oui, on voit très bien. Très bien, et ben, tout d'abord, bonsoir et merci à tous d'assister à cette cérémonie. Donc, je m'appelle Lucille Benaïm et je suis donc postdoctorante au laboratoire des maladies neurodégénératives au CEA de Fontenay-aux-Roses. Et donc, mon projet s'intitule « Traiter les symptômes dépressifs dans la maladie d'Alzheimer », pour lequel j'ai reçu une subvention pilote pour une durée de 2 ans et d'un montant de 40 000 €. Donc, comme vous le savez, dans la maladie d'Alzheimer, les patients souffrent de symptômes cognitifs, c'est-à-dire des pertes de mémoire, des déficits d'apprentissage, mais aussi de symptômes dépressifs. Et donc, dans la maladie d'Alzheimer, ces symptômes dépressifs sont fréquents
Ils apparaissent à des phases précoces de la maladie et ils sont aussi aggravants. Donc, ils vont favoriser ou aggraver les symptômes cognitifs chez les patients. De plus, ces symptômes dépressifs sont souvent résistants aux traitements antidépresseurs classiques. Et donc, malgré ces données qui nous viennent de la clinique, en fait, les mécanismes sous-tendant les symptômes dépressifs dans le contexte de la maladie d'Alzheimer restent peu connus. Et notamment, il y a peu de recherches précliniques qui s'intéressent à ces symptômes. Donc, comme l'a expliqué le professeur Paquet, j'ai un intérêt particulier pour des cellules qui ne sont pas des neurones et qui sont néanmoins très importantes dans le cerveau, qui sont les astrocytes. Donc, les astrocytes sont des partenaires clés pour les neurones. Ils vont avoir un grand nombre de fonctions de support pour permettre aux neurones de fonctionner et ainsi au cerveau de nous permettre de réaliser des tâches de la vie de tous les jours. Dans la maladie d'Alzheimer, ce partenariat entre les astrocytes et les neurones va être altéré et va conduire, on le sait, à un certain nombre de symptômes, notamment des symptômes cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. Mais en revanche, le rôle des interactions neurones-astrocytes dans les symptômes dépressifs n'a jamais été étudié. Et donc, le but de mon projet vise à cibler les astrocytes pour traiter les symptômes dépressifs dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour cela, nous allons utiliser une méthode qui permet de manipuler les astrocytes par transfert de gènes viral dans des souris modèles de la maladie d'Alzheimer. Et donc, cela va permettre de modifier, on espère de rétablir les interactions physiologiques entre les astrocytes et les neurones afin d'améliorer les symptômes. Donc, pour cela, nous allons déterminer dans un premier temps l'effet de la manipulation des astrocytes sur les symptômes dépressifs en utilisant des tests comportementaux qui nous permettent d'évaluer ces symptômes dans les souris. Donc, par exemple, nous pouvons utiliser des tests qui nous permettent de mesurer l'anxiété, la diminution des interactions sociales ou encore la perte de plaisir. Et dans un deuxième temps, nous allons caractériser l'effet de la manipulation des astrocytes sur le profil moléculaire des astrocytes, mais aussi des neurones. Et donc, de ce projet, nous attendons d'identifier des manipulations astrocytaires qui ont un effet antidépresseur. Ensuite, de déterminer si un effet antidépresseur précoce permet de prévenir ou de diminuer les symptômes cognitifs plus tardifs, donc dans des modèles de souris de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, d'identifier des cibles moléculaires associées à ces effets antidépresseurs. Et donc, le but, évidemment, à terme, c'est de pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques qui sont plus performantes pour traiter ces symptômes dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, je tiens dans un premier temps déjà à remercier mon équipe, donc notamment ma chef d'équipe Carole Escartin qui m'a soutenue, enfin qui continue de me soutenir pour que je développe ce projet de manière indépendante dans son équipe. D'autre part, comme l'a dit le professeur Paquet, c'est donc mon premier financement en tant que jeune chercheuse et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce genre de subvention spécifiquement pour les jeunes chercheurs parce que ça permet vraiment de pouvoir développer nos projets de recherche et donc de soutenir de nouvelles carrières dans ce champ de recherche. Et enfin, je vous remercie tous les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer pour ce soutien, sans qui évidemment ce projet n'aurait pas pu voir le jour, et surtout parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui me passionne, et donc voilà, j'espère que ça sera à la hauteur de tous nos espoirs. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Lucille. Alors, il y a une petite question. Souvent, les antidépresseurs aggravent la mémoire. Est-ce le cas dans votre projet? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore décidé d'inclure des approches pharmacologiques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les résultats préliminaires que l'on a en manipulant les astrocytes et qui ont des effets plutôt antidépresseurs, notamment sur le comportement social, ne vont pas altérer la mémoire, en tout cas chez les souris. Donc, c'est plutôt prometteur dans ce sens. Merci beaucoup pour cette dernière présentation. Donc, comme vous l'avez vu, la Fondation Vaincre Alzheimer est un acteur majeur du financement de la recherche. Et comme vous avez pu le voir, la Fondation Vaincre Alzheimer finance différentes facettes de la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Des jeunes chercheurs, des moins jeunes chercheurs sur tout le territoire national. Cette recherche va de la culture cellulaire de neurones, qui est une recherche très, très fondamentale, comme l'a dit Frédéric Schickler, jusqu'à l'étude de cohortes de patients, comme on a pu le voir à Bordeaux. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir financer quelque chose d'aussi large pour une maladie qui pose un tel problème de santé publique et un tel problème thérapeutique. Donc, bien sûr, on a l'impression, quand on attend un traitement curatif, que ça n'avance pas, mais sur ces 10 dernières années, on a vraiment colligé énormément de connaissances. Et en fait, c'est la conjonction de la recherche sur les cultures cellulaires, sur l'animal, avec les patients, dans les cohortes, qui nous permettent d'avancer et de mieux comprendre la maladie. La Fondation Vaincre Alzheimer souhaite également se rapprocher des patients depuis plusieurs années, et ils ont fait, l'ensemble de l'équipe de la Fondation, on a fait tous ensemble une démarche pour aller vers le patient, notamment recueillir leurs témoignages. Donc, ainsi, en 2017, il y a eu des petites vidéos qui présentent des témoignages qui sont disponibles sur YouTube de patients qui ont participé à des essais thérapeutiques. Et tous ces patients, je vais les citer, donc je vais lire la phrase, témoignent en disant « Nous participons à la recherche clinique pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et bien entendu, pour trouver un nouveau traitement pour eux-mêmes, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de la population mondiale des patients qui est atteint. » Donc, ce soir, je vais avoir le plaisir de passer la parole à Monsieur Doussin, qui est l'accompagnant d'une patiente qui a participé à la recherche clinique, contre la maladie d'Alzheimer. Donc, il va nous apporter son témoignage et son expérience des essais cliniques. Donc, moi, j'ai une grande expérience des essais cliniques en tant que médecin, mais lui a une grande expérience des essais cliniques en tant qu'accompagnant. Donc, on va d'abord visionner un petit film qui résume les différents témoignages de ces personnes, de ces patients qui ont une maladie d'Alzheimer, et ensuite, on écoutera Monsieur Doussin pour son témoignage. Mes enfants et mon épouse, tous les deux, ont constaté que j'avais des troubles de la mémoire. Je me suis aperçue que mon mari perdait complètement les pédales, il ne savait plus où était sa voiture, il ne savait plus. Et là, ça m'a vraiment posé question. C'est mon mari qui m'a vu plus quand même, parce que je me trompais de... On s'est rendu compte qu'elle commençait à avoir des problèmes de mémoire, donc on a consulté une neurologue. Bon, un jour, elle nous appelle et pour nous dire que, alors là, j'ai juste entendu ce qu'elle a dit, le résultat n'est pas bon, vous avez donc bien la maladie d'Alzheimer. Quand on a su que c'était cette maladie-là, on était vraiment perdus, en fait. Quelques mois après, on nous a proposé de rentrer dans un protocole thérapeutique. Quand le neurologue nous a parlé de cette possibilité, tout de suite, on s'est dit, bon, c'est ce qui est mieux. Pour moi, c'était quelque chose d'une opportunité. Bah oui, si le malade peut en profiter, pourquoi pas? Mais aussi, ça aide la recherche dans le domaine de cette maladie. C'est pour aider les autres aussi. Pour ceux qui sont comme moi. On pourrait dire qu'évidemment, on est inquiet, puisqu'on nous donne des médicaments,
on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut se dire aussi que si on ne fait rien, ça n'avance pas beaucoup non plus. On a été très rapidement rassurés par l'équipe médicale et on nous a expliqué d'une façon très claire comment ça se passe. Ça consiste, en ce qui me concerne, à venir une fois par mois ici, passer à la fois une visite médicale très rapide, qui permet d'ailleurs éventuellement de voir d'autres choses, et puis de procéder à la perfusion qui dure 2 minutes. Et après, ça y est, chez vous. Et comme ça, non, je ne trouve pas que ce soit lourd à gérer du tout. On a l'impression d'être moins seul ici. Parce qu'on est quand même très aidé par les gens du service. On sent qu'on s'occupe de nous et ça me rassure en tout cas. Moi, je dis que ça lui fait beaucoup de bien de venir ici régulièrement, compte tenu du fait qu'une équipe s'occupe bien d'elle. Le fait de se sentir, d'avoir des échéances tous les mois, de venir, moi je pense que c'est bénéfique. On est quand même, si vous voulez, dans un milieu, je dirais, privilégié. On est chez des gens qui sont à la pointe de la technique, des formulations, etc., qui savent suivre les patients. Ces hôpitaux sont aussi part de l'organisation mondiale qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. On voit que ça tourne sur le monde entier. Hein. S'il y a beaucoup de personnes d'horizons différents qui participent au protocole, ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est comme ça qu'on peut imaginer, dans les années qui viennent, trouver des systèmes qui permettent au traitement de progresser et donc jusqu'à peut-être réussir à dompter cette fichue maladie. Et ça viendra certainement. Je vais passer la parole à Monsieur Doussin, qui est dans la même pièce que moi, pour qu'il donne son témoignage. N'hésitez pas à poser des questions et puis je lui transmettrai les questions et on pourra discuter ensemble. En tout cas, c'est bien d'avoir ce reflet et l'avis des patients, parce que là, ce sont bien sûr les conjoints qui ont donné leur témoignage, mais ce sont aussi les patients et c'est assez rare que les patients donnent leur témoignage directement. Je vous laisse la parole, Monsieur Doussin. On vient de voir Madame Doussin à la vidéo, donc il y a un petit moment d'émotion pour Monsieur Doussin, bien sûr. Un souci technique? Je pense que... Vous pouvez y aller, Monsieur Doussin. On peut y aller. Bon, oui, je disais qu'après ces brillants exposés très techniques, je vais redescendre d'une façon très terre-à-terre pour vous parler de l'expérience de mon épouse et de la mienne sur les différents protocoles d'essais thérapeutiques qu'elle a suivis. Elle a suivi 6 protocoles. Alors, je me dis bien, il y a 5 protocoles médicamenteux,
et un protocole d'électrothérapie, si je me souviens bien. Alors, pourquoi je suis rentré dans le système des protocoles? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon épouse présentait de gros problèmes et je suis arrivé à l'hôpital, à Lariboisière à l'époque, et très rapidement, après les examens que mon épouse a suivis, l'équipe médicale a proposé, le professeur Paquet, m'ont proposé qu'elle rentre dans des essais thérapeutiques. Alors, pourquoi rentrer dans des essais thérapeutiques et quels en sont les bénéfices? Alors, d'abord, je dirais d'une façon égoïste, quelque part, les essais ont pour intérêt d'améliorer, si possible, la santé du patient et d'autre part, bien entendu, de faciliter la recherche et d'aider la recherche. Alors, ça apporte d'abord une meilleure connaissance de la maladie et de son évolution, et ça oblige, à mon avis, l'aidant à suivre de plus près le patient parce qu'on va lui demander dans les protocoles de noter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses sur l'attitude quotidienne du patient, etc. Ensuite, on a également un suivi permanent de l'état général du malade, même hors Alzheimer, dans la mesure où, à travers les différents examens pratiqués, on suit évidemment son état par les examens, électrocardiogramme, IRM, analyse de sang, etc. Et tout ça se fait tout au long du protocole, à un intervalle régulier de l'ordre du mois, etc. Et puis, on a un appui également, il faut le souligner, on ne le soulignera jamais assez, on a un appui permanent de l'équipe médicale qui est prête à vous aider en cas de problème. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça m'est arrivé. Alors, quelles sont les contraintes? Parce que ça, on en parle beaucoup. Quelles sont les contraintes des protocoles d'essais thérapeutiques? D'abord, il ne faut pas exagérer l'importance des contraintes, parce que ça, je l'ai entendu souvent. Les gens disent oui, mais c'est dur, c'est long, etc. Non, c'est ni plus ni moins que celle d'un traitement ordinaire si vous le suivez d'une façon régulière. L'adhésion à un protocole implique un effort, mais il faut penser au bien-être du patient également. Pour moi, les règles de la vie courante s'appliquent aussi bien au protocole. Alors, bien sûr, il faut respecter le rythme des prises de médicaments et la posologie, ça, c'est certain, et il faut le faire sérieusement. Il faut être ponctuel aux convocations programmées pour le protocole et respecter les calendriers, même si on est en vacances. Ensuite, dans certains cas, il faut respecter les indications de régime alimentaire. Et bien sûr, il faut noter tous les incidents de santé du patient, les modifications de traitement médical, leur protocole, transmettre également toutes ces informations au centre. Il ne faut pas oublier qu'à chaque visite, au cours d'un protocole, on est soumis à un questionnaire, aussi bien le patient que l'aidant. Bon, d'une façon générale, ça permet également aussi d'évaluer l'état du patient, l'évolution visible de son comportement, de ses réactions, pour pouvoir en faire part à l'équipe du centre lors des visites périodiques. Si besoin, on en prend des notes et puis on les transmet. Et puis, on peut avoir le contact téléphonique assez facilement, et même très facilement, je dirais. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les essais thérapeutiques
permettent également de voir, moi, à mon sens, les essais thérapeutiques, sans qu'on en ait la preuve, mais permettent de ralentir l'évolution de la maladie, dans la mesure où on y prête très attention. Je ne sais pas ce qu'on y pense le protecteur Paquet, mais je pense que c'est vrai. On a la possibilité, et on se retrouve formé à la possibilité de voir l'évolution d'un malade et éventuellement l'apport du traitement. L'analyse est très bonne, hein, c'est exactement ça. En fait, dans toutes les maladies, il a été montré que le fait de participer à un essai thérapeutique ralentissait l'évolution de la maladie. C'est vrai dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai dans d'autres maladies. Et pourquoi on a constaté ça? Eh bien, exactement pour ce qu'expliquait M. Toussaint, parce que le patient a un suivi qui est global. On fait des prises de sang régulières, des électrocardiogrammes, des IRM. Et donc, quand il y a une petite chose discrète qui apparaît sans symptômes, eh bien, nous voyons et nous traitons. Donc, il y a une prise en charge, bien sûr, il y a l'essai avec ses contraintes, comme on a témoigné M. Toussaint, qui est une réalité, ça demande plus de visites, mais il y a aussi un suivi global, une prise en charge globale et une présence d'une équipe médicale qui est dédiée plus importante. Donc là, je vais juste rebondir, vous pouvez bien sûr échanger avec nous, M. Toussaint. Comment se renseigner pour entrer dans un essai clinique? Donc, je pense que M. Toussaint l'a dit, il a cherché, mais je vais le laisser parler. Alors, je dirais, je vais dire quelque chose qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais en fait, dans la médecine de Hill, je n'ai jamais rencontré d'intérêt à la participation à des essais thérapeutiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que je pense, et c'est mon expérience, si vous voulez. Moi, je suis rentré dans le circuit, si je peux dire, des protocoles d'essais thérapeutiques par l'intermédiaire de ma famille qui m'a orienté vers la Rivoisière. Et mon épouse est rentrée d'abord dans un protocole d'observation qui s'appelait le protocole Balthazar, si je me souviens bien, au cours duquel on a vu un certain nombre de choses et très rapidement, on m'a proposé que mon épouse participe à des essais, encore une fois médicamenteux. Moi, je ne parle pas de ce qui est, comment dirais-je, perfusion, etc. Ça, je ne sais pas. Bon, j'ai accepté. Mon épouse l'a accepté également très facilement. Il n'y a pas eu de souci. Elle a été très, très docile sur ce plan-là. Et puis, par la suite, les protocoles se sont enclenchés. J'ai toujours fait attention à ce qui se faisait. J'ai toujours activement participé. Et puis ça a duré pratiquement 7 ans. Jusqu'au moment où, malheureusement, l'évolution de la maladie a fait qu'il était inutile de chercher à continuer. Les informations sur les essais thérapeutiques, la Fondation Vaincre Alzheimer transmet des informations quand il y a des essais. Vous pouvez les contacter, ça dépend un petit peu dans quelle région vous habitez, près de quel CHU vous êtes. C'est toujours dans des hôpitaux, hein, les essais thérapeutiques actuels, et le plus souvent dans des hôpitaux universitaires. Il y a une autre question qui est: est-ce qu'on peut faire quelque chose au quotidien pour éviter, limiter cette maladie? Alors là, je vais dire quelque chose de bateau, mais qui est très vrai. Il faut avoir un mode de vie sain. Ça n'évite pas à 100% ce que disait une des chercheuses ce soir, bien sûr, mais ça permet de diminuer le risque. Donc, manger sain, limiter sa consommation d'alcool, faire du sport régulièrement, ce sont des moyens d'avoir un cerveau en bonne santé. Pourquoi? Parce que ça limite ce qu'on appelle les comorbidités, les autres maladies qui peuvent retentir sur le cerveau et précipiter des symptômes de maladie d'Alzheimer. Je pense que ce sont toutes les questions. Voilà, après, il y a des merci de cette soirée, etc. Il y a beaucoup de mots de remerciements et de témoignages qui vous remercient, M. Toussaint, de nous avoir parlé ce soir.
Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer la soirée. Je vais repasser la parole à la présidente de la Fondation. Je ne suis que la présidente du conseil scientifique. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée et on espère se voir physiquement l'année prochaine. Et je rappelle que nous avons des vaccins aujourd'hui grâce aux essais thérapeutiques qui ont été menés partout dans le monde. Et juste une petite précision, parce que ça, c'est une question qu'on a souvent de la part des patients qui nous disent « Ah oui, il y a des traitements aux États-Unis, etc. » Il faut savoir que la recherche, les essais thérapeutiques se mènent partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, en tout cas au moins en Europe, dans une partie de l'Asie et aux États-Unis, et que quand il y a des essais thérapeutiques, de grands essais thérapeutiques menés par des gros laboratoires, ils sont également en Europe. Je vous souhaite une bonne soirée et je repasse la parole à Madame la Présidente. Il faut ouvrir votre micro. En bas à gauche de l'écran. C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Vous m'entendez? Ok, donc oui, j'ai trouvé que cette cérémonie a été très enrichissante et j'ai beaucoup apprécié les exposés des 6 lauréats qui étaient clairs et passionnants, vraiment. J'ai beaucoup apprécié la modération que le professeur Claire Paquet a menée avec maestria, je dirais. Merci. Le témoignage aussi de Monsieur Doussin, qui a été très émouvant, je dirais, et aussi évidemment intéressant, et qui a démontré l'importance de ces essais cliniques. Et surtout, et pour finir, je rappelle le rôle principal des donateurs. Sans leur soutien financier, tout cela ne serait pas possible. Et donc, encore une fois, merci de votre soutien tellement important pour lutter contre cette maladie. Et merci à tous qui ont participé à cette cérémonie. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.